Alors bonjour la tribu épice, c'est Guillaume du blog mespremieresruches.com, le blog qui vous apprend l'apiculture de A à Z. Je vous avais proposé de me poser vos questions, donc un peu un podcast avec moi-même, un podcast avec Guillaume Salé, par Guillaume Salé. Et du coup, je vous avais envoyé un lien pour que vous puissiez poser vos questions. Et voilà, j'ai deux pages recto verso de questions et j'ai pu mettre mes réponses. Donc voilà, ça sera l'occasion pour moi de répondre à l'ensemble de vos questions. Alors il y a des questions aussi bien techniques sur l'apiculture et des questions un peu perso et ou qui tournent un peu autour du perso. Et comme je vous l'ai dit, je réponds à toutes vos questions. Alors, il y a une première question de Serge. Alors, quelle est la meilleure période pour diviser une ruche? Je suis dans le Var. Alors, la réponse est assez simple. La meilleure période pour diviser une ruche, c'est au mois d'avril jusqu'au mois de juin. Voilà, pour la division, avril, mai, juin, c'est 3 mois où vous pouvez faire une division pour vos ruches. Ça veut dire que vous avez une ruche, vous prenez du couvain jeune, c'est-à-dire de moins de 3 jours, on peut même dire aux alentours de 36 heures, mais moins de 3 jours, ça fonctionne aussi. Et vous prenez 2 cadres de couvain et un cadre de réserve que vous mettez dans une ruche à côté, pas besoin de rechercher la reine, et ensuite les abeilles vont élever en fait une nouvelle reine. Et comme ça, si vous avez du couvain jeune des deux côtés, sans rechercher la reine, en mettant les ruches côte à côte, ça fonctionnera pour que vous puissiez faire une division. Voilà, c'est comme ça que je procède généralement. C'est bon pour la première question. Ensuite, une question de choquerie. J'étais apiculteur en Tunisie, mais c'est différent. J'ai acheté en mars 2023 4 essaims et une douzaine de ruches. Et vous êtes à Dijon. Mon problème, c'est qu'à Dijon et en forêt, il y a trop d'humidité et climat glacial. Ma question, c'est est-ce qu'il faut créer des carrés grillagés d'aération sur le plancher? Et s'il est préconisé de laisser ouvert le plancher plastique Nico en hiver? Alors, ma réponse pour ça, c'est que l'humidité, il y a un vrai problème, aussi bien pour les ruches, avec le bois qui pourrit, il devient un peu vermoulu pour la colonie, et quand le froid est plus vigoureux, quand il fait humide, les cadres pourrissent. Donc l'humidité peut être un vrai problème. L'idée, c'est vraiment trouver un terrain qui draine l'eau, où l'eau ne stagne pas. Quand vous posez votre pied par terre au printemps, le terrain n'est pas spongieux, ça ne fait pas une flaque, mais que l'eau est drainée sur l'ensemble du terrain. Donc voilà, ça c'était mon premier conseil, aller sur un terrain qui draine l'eau plutôt que la stocker. En deux, avoir des supports qui drainent, qui sont bien isolés du sol, notamment des parpaings. Le fait d'avoir des parpaings, et pour moi je mets des grandes poutres en bois, ça évite que l'humidité en fait remonte du sol. Et plancher grillagé, oui, mais par contre le laisser fermer en hiver. Plancher grillagé, je le recommande vraiment parce que déjà ça permet de faire de pontage varroa, ça permet aussi de assurer une meilleure ventilation. Et par contre en hiver, vaut mieux le fermer. Mais par rapport à l'humidité, oui, il y a des forêts où le terrain peut être très spongieux, à voir en liseré. Mais voilà, essayer de plutôt favoriser un terrain où l'eau est drainée et pas stockée, parce que l'humidité est un problème majeur pour le terrain. Et le problème numéro 1 en fait, quand je choisis un terrain. Quoique je dirais plutôt les ressources. Ressources en premier et après l'humidité. Voilà pour la question de choquerie. Alain. Alain, bonjour, penses-tu passer pro de l'apiculture dans le futur? J'ai un peu de temps pour cette question. C'est pour le moment, la question ne se pose pas en termes de ma vie de famille avec les jeunes enfants. En fait, dans mon travail actuel et le travail de ma femme, en fait, on est contraint d'habiter dans des grandes villes. Donc pour l'instant, oui, on se pose pas les questions aussi avec les enfants, le fait qu'ils soient à l'école. Ouais, pour l'instant, pour répondre carrément, pour l'instant la réponse est non. Par contre, j'aimerais beaucoup aider les apiculteurs pros. Et en fait, il y a vraiment des problèmes en apiculture. Il n'y a pas des problèmes tant sur la pratique, mais c'est un problème avec le frelon ou le varroa. Mais là, il y a des moyens de lutte que les apiculteurs mettent en place. Il y a un gros problème par rapport aux débouchés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance par rapport à son travail, parce que je produis du miel, j'ai des tonnes de miel, 10 tonnes, 15 tonnes, et j'arrive pas à les couler. Ça, c'est vraiment un grand problème. Donc là où j'aimerais bien aider, ça serait aider les apiculteurs à vendre leur miel, trouver les différents débouchés qui puissent gagner bien leur vie, structurer leur activité en disant lorsque vous créez une activité apicole, voilà un peu les piliers auxquels il faut penser en termes de société à créer, de terrain à trouver, d'organisation dans son temps. Ça m'aiderait. J'aimerais beaucoup voir comment les apiculteurs s'organisent pour voir comment je peux les aider. Voilà. Après, j'ai dit
un peu le point cœur. Le territoire français est magnifique. J'aime beaucoup randonner. Et c'est important de conserver la diversité de notre territoire et la diversité des miels. C'est magnifique, vraiment. Et je souffre à voir des images d'apiculteurs professionnels qui se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leur miel. Et de voir des apiculteurs pros qui s'arrêtent de pratiquer à cause de ça. C'est aberrant. Ils ont de l'amour dans leur travail, mais en fait, leur travail, ils n'ont pas la reconnaissance et ils sont obligés de se battre pour vendre leur miel. Et je trouve ça aberrant. Je voudrais que les apiculteurs n'aient pas de questions à se poser sur comment je vais faire pour vendre mon miel. C'est simplement comment est-ce que je m'organise pour bien gérer mon activité parce que ça fait trop de problèmes sinon à gérer. On doit gérer une activité apicole, je dois faire attention aux ressources, aux pesticides, je dois faire attention aux frelons, je dois faire attention aux varroa et en même temps aux débouchés et je dois me battre avec des centrales d'achat parce que j'arrive pas à vendre mon miel. Aberrant, vraiment aberrant. Donc voilà, j'aimerais beaucoup aider pour ça. Voilà. Et sinon Alain, vous avez dit également félicitations pour ta communication et ton blog très intéressant. Eh bien avec plaisir. Ensuite j'ai une question de Mampodi. Comment élever une reine sans utiliser de matériel moderne? Élever une reine, après l'élevage, il y a 2 types d'élevage. Pour moi l'élevage que je peux faire c'est en fait je me base sur une colonie que j'ai déjà et je prends un cadre avec, comme je disais pour la première question, avec du jeune couvain et je peux faire comme ça de l'élevage de rennes à partir du moment où je suis sûr que ma colonie d'origine est bonne. Donc voilà, je partirai d'une colonie forte qui a bon caractère pour faire de l'élevage de rennes. Je n'essaierai pas de faire avec du picking ou je n'essaierai pas de faire compliqué à ce niveau-là. En termes de matériel, je ferai avant tout avec des ruches existantes. Voilà, à partir du moment où elles ont bon caractère. Question de Issouf. Comment avez-vous procédé pour être professionnel en apiculture? Quels conseils pouvez-vous donner aux débutants apicoles afin qu'ils puissent atteindre leur objectif apicole comme vous? Et vous avez dit également, j'apprécie beaucoup le partage d'articles que vous faites avec nous. Eh bien, avec plaisir également. Et ça va continuer le plus longtemps possible. Alors, je ne suis pas apiculteur professionnel. Là, j'ai 4 ruches, je vais passer à 10. Enfin, c'est mon objectif de l'année. Les conseils aux débutants que je donnerais, avant tout, le conseil premier que je donnerais avant de pratiquer l'apiculture, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on pratique. Qu'est-ce qu'on recherche en fait dans l'apiculture. Ce que le fait, c'est de pratiquer l'apiculture pour produire du miel, produire du pollen, mais produire du miel pour qui? Pour sa famille, pour d'autres personnes. C'est avant tout le pourquoi. Ça questionne vraiment sur l'orientation. Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est un peu comme un métier. Enfin, c'est un métier, notamment quand on est apiculteur professionnel, mais et aussi, amateur, c'est une passion métier. Mais avant tout, se questionner sur le pourquoi. C'est le conseil que je donnerais. Ce qui nous plaît pour s'y accrocher. Je conseillerais également d'avoir une première expérience en visitant une ruche avec quelqu'un et ensuite aller apprendre les fondamentaux. Vraiment, j'essaierai de... Si vous vous intéressez à l'apiculture, vous allez voir, il y a des portes ouvertes que les ruchers écoles organisent en disant, voilà, c'est une journée, je sais pas si c'est... Je crois que c'est gratuit et prête une combinaison et en fait, vous allez vraiment voir l'ouverture d'une ruche. Ça, je trouve ça génial de voir ça dans un premier temps. Avant d'approfondir dans l'apiculture, c'est de voir la ruche en tant que telle, de voir l'ouverture d'une ruche. C'est pas vous qui ouvrez, c'est quelqu'un d'autre et vous êtes 7, 8, 9, 10 à être autour de la ruche à ouvrir. Là, c'est une première expérience très immersive que je recommande. Et ensuite, apprenez les fondamentaux de l'abeille. Qu'est-ce que c'est l'abeille? L'Apis mellifera, si c'est l'Apis mellifera qui se trouve là où vous êtes. Voir comment fonctionne une colonie d'abeilles, ses besoins, les techniques apicoles, les différentes formes d'apiculture qui existent, et ensuite les techniques pour visiter, récolter du miel, récolter du pollen, hiverner les ruches, protéger contre le varroa. Voilà, après, au fur et à mesure, développer ses compétences. Voilà les conseils que je donnerais aux débutants apicoles, mais c'est vraiment avant tout savoir pourquoi on le fait, et ensuite où est-ce que je me dirige, quelle orientation est-ce que je prends. Une fois que vous avez l'orientation, et vous savez pourquoi vous pratiquez, s'il y a des coups durs, parce qu'il y en aura, première année si ça se passe bien, peut-être que la deuxième année sera plus difficile, la troisième. Si vous perdez des ruches, ça arrive en fait, à tous les apiculteurs, il faut encaisser ça. Il faut se raccrocher à quelque chose de dur en fait. Voilà pour la question d'Issouf. Alors, j'ai une question de Daniel. Comment faites-vous pour avoir tant d'énergie et de motivation? Alors ça dépend. Bon, il y a un peu des cycles d'énergie. Fin mars et début avril, dans le mode transition avec le printemps, c'est une période qui est difficile. Mais surtout, parfois il y a des moments d'énergie où vraiment chaque semaine j'essaie d'écrire un article et ça fonctionne bien. Et à d'autres moments, comme tout le monde, j'ai des coups de mou. Ce que je fais, c'est que il y a
gérer la flamme intérieure, le fait je sais où je vais. Mon but c'est d'accompagner le maximum d'apiculteurs à parvenir à leur vision, c'est-à-dire avoir leur ruche et de la meilleure manière possible avec des fondamentaux stables, solides. Donc voilà, pour moi il y a une raison forte qui m'aide en fait à tenir quand il y a des coups durs. J'essaie également de me focaliser sur l'essentiel parce qu'on a tous beaucoup de choses à faire et je note, il y a toujours plein d'idées qui viennent. Ah, je pourrais faire ça et ça et ça. Ah oui, pour les ruches, je pourrais tester la Kényane ou d'autres. Faut que le fait de me focaliser et en fait, une fois que j'ai terminé ce que j'ai fait, aller sur autre chose et autre chose plutôt que de faire 10 projets à la fois, ça m'aide aussi beaucoup. Le fait de voir des résultats par rapport à ce que je fais. Ça m'aide vraiment à tenir dans le temps. Et sinon, par rapport au rythme de vie, j'essaie de me coucher tôt. Je me couche à 22h, 22h30. Et en fait, je me lève tôt aussi. Je me lève à 5h du matin et j'essaye de faire le maximum avant que les enfants se réveillent. Aussi, là, c'est un grand défi pour tous ceux qui sont parents. Une fois que les enfants se réveillent, dédier ce moment aux enfants. Et pendant la journée, essayer de trouver des temps. Des temps en fait où je peux arriver à apprendre, notamment avant d'aller au travail. J'essaie de prendre 30 à 45 minutes où je vais lire. J'ai différents types de livres, mais notamment l'abeille de France, la santé de l'abeille, des livres d'apiculture, mais également d'autres livres. Voilà, c'est vraiment il y a cette hygiène de vie, bien manger, j'essaie de faire du sport, des étirements le matin. Voilà, ça permet de cultiver aussi un bon fond. Voilà, essayer de garder le moral, avoir. J'ai aussi un ami que j'appelle chaque semaine et en fait on se donne des engagements en disant la semaine prochaine mon engagement c'est ça. Voilà, on essaie vraiment de se tenir à ces engagements, que ce soit qu'on s'épaule l'un et l'autre, qu'on se donne des conseils. Mais voilà un peu pour les conseils pour l'énergie et la motivation. Mais ça suppose beaucoup de savoir pourquoi on fait les choses, c'est en rapport avec les questions précédentes, et avoir une grande flamme et être sûr de là où on se trouve. Voilà pour la question de Daniel. Ensuite, question de Charles, qui me dit « Merci pour votre investissement pour les abeilles et l'apiculture. » Eh bien, avec plaisir également. Que pensez-vous des ruches basse consommation ? Livre de Jean Riandet, Marc Guillemin et Damien Mérite. Quelle gestion du varroa avec ses ruches ? Alors, j'ai le livre, mais je l'ai pas encore lu. J'ai pas encore expérimenté. Je le ferai, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. J'ai assisté à une conférence de Jean Riandet fin janvier 2024. C'est marrant parce que le train, en partant de Lyon, parce que j'habite à Lyon, à Paris, j'ai vu Jean Riandet sur les quais du train. Donc j'ai vu ce qu'il présentait avec les ruches basse consommation. J'en pense du bien. Par contre, ça demande de pratiquer parce que c'est une nouvelle manière de voir le rucher, c'est de se dire avant tout, les ruches telles qu'elles sont, elles sont très fines. C'est pratique pour l'apiculteur, mais pas simple pour la colonie. Donc il faut mettre des partitions, il faut mettre des feuilles réfléchissantes afin que la chaleur soit plus concentrée sur la ruche. Donc je me dis pourquoi pas essayer sur une partie du rucher. Et pour la gestion du varroa, j'ai vu Jean Riandet en parler, c'est exactement la même que dans d'autres ruches. D'après Jean Riandet, il y a toujours 2 traitements par an, il y a toujours le retrait du couvain mâle que vous pouvez faire. Et lui, ce qu'il défend comme argument, c'est que le climat de la ruche est moins propice au développement du varroa, selon lui. Et pour le comptage du varroa, plutôt que de faire un comptage et compter sur le lange, sur les planchers, c'est-à-dire tirer le plancher sur la ruche pour compter le nombre de varroa, lui, ce qu'il fait, il fait varroa easy check, c'est un petit boîtier. En fait, vous mettez du détergent et vous mettez 30 grammes d'abeilles, vous secouez et après vous comptez le nombre de varroa. Voilà, c'est comme ça que lui le fait avec ce type de ruche. Voilà, donc j'en pense du bien. Et traitement varroa, donc toujours ces 2 traitements, été, hiver. Et pour le comptage, varroa easy check. Voilà, ça change pas grand chose. Et selon lui, selon son expérience, il y a moins de varroa dans une ruche basse consommation. Quand j'aurai essayé, je vous dirai vraiment. Alors ensuite, j'avais une question de Ariane. J'ai acheté un essaim sur 5 cadres. Aurais-je un peu de miel la première année ? Alors, ma réponse à la question, c'est tout dépend de quand vous aurez l'essaim et de la saison. Il y a des années à miel, d'autres avec moins de miel. C'est un cycle naturel. Donc, si vous vous organisez bien en évitant l'essaimage, si vous faites bien construire au fur et à mesure les différents rayons, vous posez vos hausses au bon moment, et bien normalement, vous avez toutes vos chances d'avoir du miel. Voilà un peu pour ma réponse. Et vous avez une deuxième question. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre Dadan et Langstroth, mis à part la taille ? Alors,
Quand j'avais regardé un peu les différences entre les deux, c'est que les cadres de la Dadan sont plus grands et sont conçus pour une séparation claire entre le couvain et les réserves de miel, tandis que la Langstroth favorise une modularité avec des cadres plus uniformes et interchangeables. La Dadan offre une plus grande capacité de stockage dans son corps principal, ce qui est avantageux dans les climats froids, alors que la Langstroth peut s'adapter à diverses conditions grâce à sa conception modulaire. En Europe et particulièrement en France, la Dadan est plus répandue, tandis que la Langstroth est le standard en Amérique du Nord. Voilà un peu, c'est les notes que j'avais prises. Voilà un peu la différence. Donc Dadan, plus grande capacité de stockage, et Langstroth, donc plus modulaire. Voilà pour les questions d'Ariane. J'avais une question de, là j'ai pas le nom. La lutte contre le varroa évolue sans cesse. Plan de lutte 2024, merci. Direct. Alors, pour un plan de lutte contre le varroa en 2024, ce que je ferais, ça serait donc tout d'abord un traitement hivernal. Donc, ça serait fin décembre, début janvier. Traitement hivernal à l'acide oxalique, donc par dégouttement. Je retirais du couvain mâle 2 à 3 fois dans l'année. C'est-à-dire que 2 à 3 fois dans l'année, je mettrais des cadrages en vage avec de la cire neuve et 2 ou 3 fois je retirais du couvain mâle. Je ferai de l'encagement de reine pendant 25 jours. Il y a des petites cagettes qui permettent d'enfermer la reine pendant 25 jours. La reine continue d'être nourrie. Et après cet encagement-là, vous traitez l'ensemble de la ruche à l'acide oxalique. Et je ferai bien un comptage dans les semaines après ce traitement-là pour voir s'il y a une potentielle réinfestation. Voilà un peu comme ce que je ferais. Et le nourrissage aujourd'hui, merci. Alors, le miel c'est le meilleur nourrissement. C'est comme si je vous nourrissais qu'en complément alimentaire. La vraie bonne nourriture, c'est la vraie nourriture en fait. Donc le miel est le meilleur nourrissement. Donc pour ça, il faut avoir vraiment une logique où vous favorisez les essences végétales mellifères et pollinifères à côté de vos ruches. Et pour le nourrissement, je dirais faire attention aux périodes critiques. Il y a notamment à la fin de l'hiver et au tout début des mielés. Et également à l'été. L'été est particulièrement chaud depuis plusieurs années. Donc là, faire très attention, notamment au mois d'août, après la récolte. Voilà pour mon point de vue pour le nourrissement. Donc Pierre-André, quel plan de traitement biologique utiliser contre varroa ? Je l'ai dit juste avant, donc traitement hivernal à l'acide oxalique. Donc en plus c'est traitement bio, donc bio acide oxalique, retrait du couvain, encagement de reine et après encagement de reine 25 jours. Traitement à l'acide oxalique, donc toujours bio, et comptage pour vérifier une potentielle réinfestation. Voilà. Donc ce serait plutôt un traitement à l'oxybi. Oxybi, je le trouve bien pratique parce qu'il peut se conserver 1 an. Donc voilà, je ferais plus un traitement à l'oxybi. Quel plan de défense efficace et systématique utilisé contre le frelon asiatique ? Le plan de frelon que j'utiliserais, ce serait piéger les rennes dès mi-février. Enfin, ça dépend des périodes. Mais pour nous, là où je suis en montagne, ça a été à partir de mi-mars. Là, il y a vraiment des rennes qui ont commencé à sortir. À partir de mi-mars, commencer à piéger pendant 8 semaines avec des pièges sélectifs. En vous coordonnant avec d'autres apiculteurs du coin. Ensuite, dès l'été, mettre des pièges, cette fois aux abords de votre rucher. Les pièges pour les rennes, vous pouvez les mettre un peu plus loin que de votre rucher. Et vous prenez à peu près un piège pour 2 ruches. Et vous mettez également 2 muselières. Il y a des muselières avec une sorte de tube. Comme ça les abeilles peuvent sortir, ou il y a des muselières avec une sorte de plastique. Donc voilà ce que je mettrai également devant une planche de vol, comme ça permet aux abeilles de sortir sans que les frelons ponctionnent trop d'abeilles, et destruction des nids si possible. Voilà. Mais l'action vraiment c'est vraiment le fait de piéger les rennes. Une reine, c'est potentiellement un nid en moins. Donc les rennes, ça passe surtout par les rennes, avec des pièges sélectifs pour préserver les autres espèces. Voilà, et pas de frontline, surtout pas de frontline. Frontline, c'est un insecticide. Vous capturez des frelons, vous en mettez sur les ailes des frelons. Et ensuite, les frelons vont rentrer dans leur nid et contaminer l'ensemble du nid. Et le nid va mourir à cause de l'insecticide. Sauf que, quid des autres espèces ? Des oiseaux, des renards, des hérissons, qui viennent ensuite manger les frelons morts. Voilà. Bon, il y a des dommages collatéraux qu'on ne voit pas forcément. Ça ne veut pas dire, parce qu'on ne les voit pas, qu'ils ne sont pas là. C'est comme là les frelons que j'ai piégés, je préfère les noyer ou les mettre au congélateur plutôt que de mettre du pesticide, parce que là aussi je sais pas les dégâts que ça peut avoir. Et voilà.
Voilà pour la question de Pierre-André. Alors, j'avais une question de Sandrine. Les débuts d'apiculteurs sont souvent parsemés d'erreurs et d'échecs. Quels ont été les tiens? Ma réponse est que c'est déjà avant tout une excellente question. Mes plus grosses erreurs, c'est de disperser mon rucher. En fait, j'avais à un moment mis 2 ruchers à 2 endroits différents. Il y avait 2 ruches à un endroit et 2 ruches à un autre. C'était beaucoup trop compliqué de diviser le rucher. J'aurais dû tout réunir et en un seul et même endroit. Et j'avais beaucoup trop d'actions à faire, transporter tout le matériel, trop compliqué. Donc ça, c'était une erreur que j'ai faite. Surtout qu'en plus, il y a l'installation du rucher, il fallait aplanir le sol. J'avais mis une sorte de haie. J'ai perdu du temps. Une autre erreur que j'ai faite, c'est de ne pas nourrir en août. Je me suis dit que pendant les vacances, eh bien, j'avais pas besoin de nourrir parce que je pensais qu'il y aurait assez de ressources. Et en fait, non, il y a eu un moment une sécheresse en août et j'ai 50% de mon cheptel qui est mort à cause de ça. Un autre moment aussi, une autre erreur, c'était de peindre au dernier moment mes ruches. Alors, je devais recevoir des rennes et au dernier moment, j'ai peint des ruches. Ce qui fait que la peinture n'était pas finalisée, j'avais pas peint sur les arêtes et après du coup je devais reprendre ces ruches là pour les repeindre. Donc c'était dommage que c'est d'avoir pas prévu le temps de peinture et le temps de séchage. Il faut 2 ou 3 couches, tout dépend de ce qu'on met entre l'huile de lin et la peinture. Mais donc ça m'a fait perdre du temps. Une autre erreur, c'était aussi de ne pas me préparer pour le frelon asiatique. Je me suis dit, le frelon asiatique, c'est que pour les autres. Pour moi, je suis dans un endroit où il n'y en a pas, je suis à 700 mètres d'altitude. Le frelon asiatique ne va jamais venir jusque-là. Je me le suis pris en plein dans la tête, le frelon asiatique, il y a 2 ans et surtout l'année dernière. Et là, j'ai vraiment réalisé, je dis, waouh, finalement, j'aurais dû anticiper par rapport au frelon. Donc, c'était une grosse erreur. Je ne pensais pas que la prédation du frelon serait si forte. Je pensais pas qu'il fallait avoir des pièges. Enfin bref, du coup, j'ai fait volte-face et c'est pour ça que j'ai une stratégie maintenant de piéger le frelon, les rennes frelons au printemps. Quoi d'autre comme erreur? Une autre erreur, c'est de ne pas prendre de notes dans mes visites. Du coup, lorsque j'avais quelque chose d'un peu bizarre qui se passait dans une de mes ruches, je ne savais pas pourquoi parce que j'avais pas pris mes notes. Ou lorsque j'avais perdu une ruche, j'en avais pas tiré les leçons. Aussi, des choses qui me font perdre du temps, c'est de ne pas préparer lors de ma visite actuelle, ma prochaine visite, de dire voilà ce que j'ai vu pour cette visite-là. La prochaine visite, il faut que je regarde ça pour cette ruche. Et je l'ai pas fait pendant longtemps et ça facilite énormément le travail. Le fait de prévoir la prochaine visite lors de la visite actuelle et pas simplement de se dire une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, se dire ok, alors qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire parce que il y a un peu on se souvient plus en fait des choses après. Au bout d'autant de temps, on se dit au début on se dit si je vais m'en souvenir. Non, pour moi non, ça ne m'arrive pas. Donc du coup maintenant je note en disant la prochaine fois, pensez à faire attention au plancher. J'ai vu ça qui était bizarre, vérifier si c'est toujours bon. Voilà, c'est important de préparer. Et aussi pour continuer la question de Sandrine, quelle erreur te semble encore aujourd'hui la plus grave? Eh bien, c'est une super bonne question, Sandrine. L'erreur la plus grave, selon moi, c'est de ne pas remettre en question ses pratiques. Il faut garder l'équilibre entre je pratique et la stabilité. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre qui peuvent remettre en cause mes pratiques. Il ne faut pas simplement se dire c'est bon, j'ai appris, je file et voilà, c'est mon cycle. Je pratique comme je l'ai appris, c'est tout. Mais non, il y a énormément de choses à apprendre par rapport au traitement pour le varroa, par rapport au frelon. Et chaque année, ça change. Chaque année, on se rend compte qu'il y a des stratégies, notamment on parle beaucoup de l'engagement actuellement. On n'en parlait pas du tout quand j'ai fait le rucher école. Par rapport au frelon, le piégeage de printemps, on n'en parlait pas du tout il y a 2 ans. Et là, on se rend compte que c'est une stratégie super efficace pour le frelon. Enfin bref, à chaque fois ça évolue et donc l'erreur pour moi la plus grave, c'est de ne pas remettre en question constamment ses pratiques. Oui, il faut une stabilité pour sa pratique, mais le fait de ne pas la remettre en question, c'est pour moi l'erreur la plus grave. Alors voilà pour la question de Sandrine. Ensuite, question de Nicole. Avez-vous des résultats avec l'organisation d'une ruche en basse consommation? J'ai fait l'expérience entre une dadan, comme M. Riondet le décrit, et une varée en renforçant le plancher de toit avec du polystyrène expansé de 40 mm. Pour l'instant, le rucher est toujours bien vivant. Je note qu'il faut démonter le plancher pour pouvoir faire le comptage varroa. Je verrai bien la visite de printemps, merci.
Alors, comme je disais précédemment, j'ai pas encore testé à 100% la ruche basse consommation. Je fais surtout des partitions isolantes réfléchissantes. C'est la pratique pour l'instant que j'ai adoptée, mais je fais pas encore les ruches basse consommation telles que le propose Jean Riandet. Donc j'en pense du bien, même s'il faut adapter par rapport au comptage et les traitements varrois. Après le comptage, donc faire plutôt avec le varroa EasyCheck. Et traitement varroa, ça se fait toujours par dégoûtement. Là, ça ne change pas. Sylvie, dans le Var, en ce moment, les abeilles travaillent. Peut-on déjà mettre une hausse alors qu'ils risquent de geler en février? Ma réponse par rapport à la hausse, c'est tentant. Je me fais parfois piéger aussi pour mettre une hausse trop tôt. Je vous recommande vraiment d'attendre que les températures se stabilisent car le risque est que les abeilles se refroidissent. Voilà, il faut laisser le temps au temps et voir les tendances un peu sur 1 à 2 semaines. Mais généralement une hausse, ça se met pas avant mars-avril. Mars plutôt dans le sud et avril plutôt dans le nord et en zone de montagne. Voilà. Mais moi j'ai pas, par exemple, pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai posé une hausse trop tôt et je me rends compte que les abeilles ne montent pas et ça leur fait un gaspillage de température alors qu'il vaudrait mieux qu'elles s'étendent directement dans la ruche, donc qu'elles occupent vraiment les 10 rayons. C'est beaucoup plus stratégique à faire au mois de février et de mars. Et comme ça, au moment où vous mettrez une hausse, et bien là, il y aura vraiment une bonne population d'abeilles et elles vont monter. J'aimerais savoir, à part le réfractomètre, par quel autre moyen peut-on évaluer la quantité d'eau du miel? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, lorsqu'on récolte le miel, le taux d'humidité du miel doit être entre 17 et 20%. Voilà, pour qu'il se conserve bien. Franchement, je n'utilise pas de réfractomètre et je n'ai jamais eu de problème. Par contre, j'applique des fondamentaux par rapport aux récoltes, c'est-à-dire que je ne récolte jamais une hausse dont l'operculation n'est pas au moins sur 80% des cadres. Et quand je prends un cadre qui n'est pas au moins 80% des cellules qui sont operculées, comme ça montre que lorsque c'est operculé, le taux d'humidité est bon. Aussi, lorsque je récolte, c'est avec une journée ensoleillée et sèche, pas avec des risques d'orage. Je fais une maturation dans un endroit sec et je me lave bien aussi les mains au savon de Marseille. Je lave au savon de Marseille et je sèche bien l'extracteur pour qu'il soit vraiment exempt de poussière et de saleté. Et je ne récolte pas le miel avec les mains mouillées. Voilà. Tout ça, ça permet de m'assurer que la quantité d'eau du miel n'est pas supérieure à 18-19%. Voilà. Mais j'ai jamais travaillé avec un réfractomètre parce qu'à chaque fois, j'applique ces fondamentaux-là. Et j'aimerais aussi savoir pourquoi le miel se cristallise. C'est la deuxième question de Navahani. En fait, le miel se cristallise à cause de la présence de 2 sucres. Dans le miel, il y a le glucose et le fructose. Et donc le glucose a tendance à se cristalliser plus facilement, tandis que le fructose ne cristallise pas. Le glucose cristallise, donc en fait il forme des petits cristaux solides, tandis que le fructose reste en grande partie sous forme liquide. Et en fait, une fois qu'on met le miel en pot, la cristallisation peut se produire plus ou moins rapidement selon la proportion qu'il y a entre le glucose et le fructose. Après, il y a d'autres facteurs comme la température de stockage qui font qu'un miel se cristallise plus ou moins. Si la température est assez basse, la cristallisation se fait plus facilement. Un miel riche en glucose va cristalliser plus vite qu'un miel riche en fructose. Et en tout cas, il ne faut pas s'inquiéter, la cristallisation, c'est naturel. Ça n'affecte pas la quantité pas la qualité du miel, mais la texture change. Voilà pourquoi le miel cristallise, c'est parce qu'il y a plus de glucose que de fructose. Et après, il y a certains miels qui ont tendance à cristalliser. Le miel de châtaignier ne cristallise pas, le miel de lavande cristallise, le miel de colza cristallise, le miel de romarin ne cristallise pas, de bruyère ne cristallise pas. Voilà, il y a un peu des tendances suivant un peu le type de nectar. Il y a des nectars qui sont plus riches en glucose qu'en fructose. J'ai une question d'André. J'aimerais débuter avec la ruche kenyane, car je la trouve moins contraignante, car je suis souvent absent. Ici, on a la ruche suisse en forme de chalet en général, mais qui nécessite du travail, quoiqu'une personne dans l'apiculture se contentait d'une ou 2 ruches en ne prenant que la quantité qu'il fallait, donc 2 à 3 kg de miel par année.
et c'est ainsi que j'aimerais procéder. Plus tard, j'aimerais inclure la récolte de propolis, de pollen et de gelée royale, tout cela en petite quantité. Quelle est votre critique, s'il vous plaît? Merci Guillaume. Alors André, ma réponse c'est que tout dépend de quand vous dites souvent absent. En fait, j'ai connu un apiculteur quand je me suis formé au rucher école qui s'absentait souvent et qui allait au rucher une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Il avait des ruches varées qui sont dites plus passives et en fait, il a perdu beaucoup de ruches, beaucoup de ruches. Il voulait s'en occuper pas souvent, il voulait une apiculture passive, mais sauf que c'était trop passif. Il y a besoin d'avoir en hiver au moins une visite par mois et en été 1 à 2 visites par mois. Voilà un peu le début de ma réponse. Parce que en fait il y a l'état sanitaire, l'état parasitaire et également la venue des prédateurs, on peut les appeler également les bioagresseurs, qui font que l'apiculture est moins passive aujourd'hui qu'avant. Il y a toujours des fondamentaux à respecter en apiculture. Il y a des visites primordiales, notamment la visite de printemps et la visite avant l'hiver. Il y a aussi un œil à développer. Je pense qu'au début, il ne faut pas commencer en voulant une apiculture passive. Je pense qu'il vaut mieux voir régulièrement ses ruches pour développer son œil, développer son expertise, son savoir, et au fur et à mesure aller plus vers une apiculture passive. Parce qu'une fois que votre œil sera fait, une fois que votre esprit d'observation sera fait, vous pourrez aller vers cette apiculture passive. Parce que voilà, pour moi, il faut pratiquer, et pour pratiquer, il faut visiter. Voilà, je recommanderais donc, comme j'ai dit au début, une apiculture active, puis au fur et à mesure de votre gain d'expérience, moins de visites. En tout cas, comme j'ai dit, il y a des visites fondamentales, printemps, il y a le traitement d'été contre le varroa, il y a le fait de protéger contre le frelon, il y a la préparation de l'hivernage, il y a le traitement d'hiver, il y a le nourrissement qui font que l'apiculture est pas si passive que ça. Voilà pour ma réponse. Je suis en train de chercher si en même temps il y avait autre chose dans la question, et non, c'est bon. Alors, j'ai une question de Jonathan. Je vais avoir mes premières ruches vers le mois d'avril et je me pose la question de la récupération et de la mise en ruche chez moi. Il faut que j'emmène directement les ruches pour faire le transfert, ou bien des ruchettes suffisent et faire le transfert arriver chez moi. Le mieux c'est de faire la récupération avec vos ruches finales. En fait, vous venez en fait directement avec vos ruches à l'endroit où vous achetez vos essaims et comme ça l'apiculteur vous met directement les cadres dans la ruche finale et ensuite vous rapportez la ruchette directement chez vous. Vous transportez les abeilles et après, comme ça après les abeilles vous mettez la ruche directement dans le rucher. Ma deuxième question est au niveau de la protection des ruches. J'ai choisi de mettre de l'huile de tongue, cela suffit-il ou est-ce que je dois mettre un peu de pâture par-dessus? Alors pour moi l'huile de tongue suffit, je l'applique pour une partie de mes ruches. Je recommande d'appliquer 2 couches, de bien faire sécher plusieurs semaines entre chaque couche. Voilà, en tout cas j'ai un peu l'huile de tongue à l'œil parce que j'ai l'impression que certaines ont noirci, notamment en bas. Je ne sais pas si c'est l'huile qui a fait noircir le bois, mais j'ai l'impression que sur une partie de mes ruches et ruchettes peintes avec de l'huile de tongue, il y a quand même du noir qui s'est déposé. Donc voilà, j'ai besoin d'être un peu rassuré sur l'huile de tongue. Ensuite, Zaina. Peut-on utiliser Varromed à chaque saison? N'y a-t-il pas des risques que le varroa s'habitue au traitement? Alors oui, très bonne question. Oui, vous pouvez utiliser le Varromed à chaque saison. Il n'y aura pas de phénomène d'accoutumance avec le Varromed, il n'y aura pas d'accoutumance avec l'Oxybi. Ce sont en fait les autres traitements avec les molécules de synthèse, avec l'amitrase et le fluvalinate, où là en fait il y a ce phénomène de résistance qui se fait. Voilà, le Varroa ne va pas s'habituer, en tout cas c'est pas démontré à ce jour, que l'acide oxalique ou l'acide formique conduit à ce phénomène de résistance. Deuxième question, doit-on traiter nos colonies contre le varroa après la sortie de l'hiver? J'y avais pensé un moment pour traiter les colonies à la sortie de l'hiver, mais après avoir lu le livre Varroa et Varrose, ce n'est pas recommandé de le faire parce qu'il y a un risque pour le miel et ça affaiblit les abeilles. Les traitements, c'est jamais anodin, c'est quand même de l'acide. Je recommande plutôt au moment du printemps, donc à la sortie de l'hiver, d'utiliser des biotechniques, notamment le retrait du couvain mâle, le faire plusieurs fois, donc 3 fois, c'est ce qui est recommandé. C'est vraiment ce qui est efficace et ça permet de piéger une bonne partie du varroa. Voilà, c'est recommandé de le faire et après, une fois votre récolte faite, vous pourrez faire un traitement
un traitement après la récolte faite. Je dirais même encagement plus traitement. Mais voilà, c'est pas recommandé de traiter les colonies après la sortie d'hiver. Voilà. Alors une question de, enfin j'ai pas le prénom de la personne. Pouvez-vous me donner une méthode efficace de lutter contre le varroa? Alors je répète ce que j'ai dit avant, c'est traitement hivernal à l'acide oxalique, retrait du couvain mâle 2 à 3 fois pour chaque ruche, encagement la reine pendant 25 jours, puis traitement à l'acide oxalique après l'encagement, et après vous libérez la reine, et vous faites un comptage plusieurs semaines après pour vérifier qu'il n'y a pas une potentielle réinfestation. Alors, vous avez une autre question, pouvez-vous me donner une méthode efficace de lutte contre la loque américaine? Donc la loque américaine, c'est une maladie des larves. Si vous avez la loque américaine, c'est une déclaration obligatoire, donc il faut prévenir votre groupement de défense sanitaire apicole, votre GDSA. La méthode de lutte recommandée contre la loque américaine, c'est de transvaser dans une autre ruche et changer tous les cadres. C'est-à-dire qu'en fait, vous secouez les cadres vous secouez les cadres au-dessus d'une nouvelle ruche avec des cadres tout neufs. Comme ça, toutes les abeilles iront dans la nouvelle ruche, mais les anciens cadres, ensuite, vous les supprimez. Vous nourrissez la ruche au sirop et vous changez la reine dans les prochaines semaines. Voilà. Et pourquoi pas, pour changer la reine, c'est-à-dire vous pouvez prendre un cadre de couvain d'une autre ruche avec des œufs très jeunes que vous prenez et vous mettez dans cette ruche-là. Voilà. Et surtout, nettoyez bien systématiquement vos outils et combinaisons avec de la javel pour éviter qu'il y ait une contamination. Voilà pour ma réponse pour la loque américaine. Une question de Franck. Quel est le meilleur moyen de lutter contre les frelons asiatiques? De points bouteille en début de saison. Alors ma réponse, c'est des pièges sélectifs. Donc piège bouteille, non, parce que moi j'en avais utilisé. C'est catastrophique le nombre de mouches, mais il peut y avoir des bourdons, il peut y avoir des guêpes aussi, et je trouve ça dommage, c'est du gâchis. Donc ce que je vous recommande vraiment, c'est de piéger les reines vers courant mars avec d'autres apiculteurs de votre coin, et ensuite dès l'été, vous piégez à proximité de votre rucher et vous mettez des muselières devant les ruches. Donc il y a des muselières en plastique avec plein de trous, comme ça permet aux butineuses de passer. Ou également il y a des muselières avec une sorte de tube. C'est efficace d'après ce qu'on m'a dit. Voilà. Et destruction de nids si vous arrivez à les trouver. Voilà un peu le meilleur moyen de lutte contre le frelon asiatique. Mais avant tout, le meilleur moyen, c'est piéger les reines pendant 8 semaines au printemps, du mois de mars, avril et mai. Voilà. Et éviter le frontline, surtout pas de mettre de pesticides sur des frelons qui vont ensuite regagner leur nid et ensuite ça va contaminer le reste du nid. Il y a trop de dommages collatéraux pour l'ensemble des autres espèces d'insectes et d'animaux. Quel est le meilleur moyen pour éviter l'essaimage? Alors, les meilleurs moyens d'éviter l'essaimage, c'est d'avoir des reines jeunes. 1, 2 ans, 3 ans. C'est aussi au fur et à mesure agrandir vos ruches. Quand vous voyez que il y a une population importante, vous agrandissez d'abord dans le sens de la largeur. C'est-à-dire que si vous avez une ruche sur 7 cadres et avec des partitions, vous écartez les partitions au fur et à mesure. Vous rajoutez 2 cadres à bâtir entre le couvain et les réserves. Comme ça, elles seront occupées. C'est un bon moyen d'éviter l'essaimage. Et une fois que toute la largeur est construite sur les 10 cadres, là vous pouvez mettre une hausse et là ça va vraiment les occuper et vous pourrez éviter l'essaimage. Voilà, en faisant construire avec des cires neuves et en leur satisfaisant leurs besoins d'espace et en leur faisant faire plus de travail, elles seront plus occupées à bosser qu'à essaimer. Voilà pour ma réponse. Ensuite, j'ai une question d'Olivier. Longue question sur le problème du frelon asiatique. Et maintenant, du frelon Vespa orientalis, soit-il possible que tu te rapproches des autres apiculteurs, youtubeurs et autres réseaux sociaux afin que vous fassiez un gros coup d'éradication ensemble? Il faudrait pouvoir communiquer le maximum possible avec toutes les mairies de France, les apiculteurs, les agriculteurs, les habitants pour tenter un piégeage qui permette l'éradication de l'orientalis et baisser fortement la pression du frelon asiatique. Peut-être serait-il possible de contacter le gouvernement pour qu'il finance des pièges ou autres à tout le monde? Point d'interrogation. La pression est vraiment de plus en plus forte. Oui, ce serait génial. Si vous pouvez dire à tous les voisins et même de piéger et qu'il y a vraiment un plan national, mais en tout cas, ça ne sera pas possible d'éradiquer l'orientalis, ça ne sera pas possible d'éradiquer le frelon asiatique.
Quoique j'ai peut-être un doute pour l'orientalisme, peut-être que ça peut être possible. Mais malheureusement, ma voix porte peu. C'est la même chose pour le syndicat national apicole avec Franck Alétru qui discute avec le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Économie. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faille de la coordination. Et oui, ils font une action d'ampleur avec le piégeage, mais nos voix portent peu lorsqu'on voit les apiculteurs qui ont vraiment du mal à vendre leur miel alors que, on a du miel en surplus et les personnes sont prêtes à en acheter. Il y a vraiment, ça paraît aberrant. Et j'ai pas malheureusement ce pouvoir-là. J'essaye dans la mesure du possible que ma voix porte. Après, Olivier, n'hésitez pas à relayer le message, mes vidéos, les vidéos d'autres personnes d'autres apiculteurs qui essayent de prévenir, de dire attention aux frelons asiatiques, attention aux frelons, aux Vespa orientalis. Mais oui, c'est assez difficile de sensibiliser. Et voilà, les syndicats le font, ils font cet effort auprès des mairies, les syndicats nationaux également. Et oui, je suis d'accord, la pression est de plus en plus forte. En Savoie, on a une population de frelons asiatiques de x4, mais je perds pas espoir. Je suis toujours optimiste, et notamment quand je vois que là, il y a une coordination pour le piégeage qui se fait dans mon secteur, et qu'on est 47 apiculteurs ou 53 apiculteurs à y participer pour piéger le frelon asiatique. Et quand je vois les résultats pour l'instant que ça donne, en tout cas pour moi, j'arrive à piéger 20-30 rennes frelons asiatiques quasiment par semaine ou tous les 10 jours. Et si tout le monde fait la même chose, je me dis ça va faire baisser la pression du frelon asiatique, et je suis optimiste pour ça si on a cet effort de coordination. Il faut impliquer les particuliers également, je suis tout à fait d'accord aussi. Vraiment tout à fait d'accord, et ça se fait en relayant le message, en disant que c'est important que le frelon asiatique décime pas que l'abeille domestique, mais également les autres populations d'insectes, les papillons. Je suis d'accord. Et si vous pouvez vous aussi relayer le message, moi j'essaye de faire ma mesure de possible avec le podcast, avec les vidéos, avec les articles, et j'espère que ma voix va porter de plus en plus. Mais voilà, j'essaie de faire mon maximum et j'essaye de trouver à chaque fois les actions qui font un peu le levier. Même si j'aimerais beaucoup consacrer plus de temps pour ça. Et voilà, j'essaie de faire du mieux possible, Olivier. Voilà. Une autre question de Gérard. Bonjour, je débute en apiculture. J'habite en Haute-Savoie. Moi, je suis en Petite Savoie, à 300 mètres d'altitude. Depuis quelques jours, malgré une température matinale fraîche, 3-4 degrés, moins 1 le matin, mes abeilles sortent à partir de 10-11 heures et elles rentrent du pollen jaune. Est-ce normal en mois de janvier? La ruche est exposée sud-sud-est. Alors oui, c'est tout à fait normal. La rentrée de pollen veut dire qu'il y a du couvain qui est élevé. Du coup, c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a une reprise de ponte de la reine. Et c'est normal pendant les bons jours que les abeilles sortent. Voilà, je trouve ça... Oui, c'est vraiment de bon augure et tout à fait normal. Question de Michel. Pourquoi est-il nécessaire de voir la reine pour effectuer une division? Alors, c'est pas nécessaire. Ce que je fais, c'est que je prends une ruche que je divise en deux. Je les mets côte à côte. Je mets du jeune couvain de chaque côté, donc c'est-à-dire des jeunes œufs entre 1 et 3 jours. J'attends quelques minutes et en fait dès que je vois que les abeilles battent le rappel sur une ruche, ça veut dire que la reine est là. Donc voilà, j'ai pas besoin de savoir où est la reine. Et donc je mets la ruche sans reine à l'emplacement d'origine, comme ça il y a des butineuses qui viennent, et je mets l'autre ruche à côté. Voilà, l'autre ruche à côté avec la reine va continuer de pondre et elle va se remettre beaucoup plus rapidement, tandis que la ruche sans reine, où en fait les abeilles ne battaient pas le rappel, eh bien il y a plus de butineuses qui vont venir, donc ça va augmenter sa population. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de voir la reine pour effectuer une division. Voilà, c'était la seule question de Michel. Une autre question de Richard. Je voudrais savoir s'il est préférable de ne pas conserver les cadres avec du miel que j'ai ramassé après l'entrée du frelon dans la ruche et la mort des abeilles en octobre. S'il est préférable de ne pas conserver. Alors si vous êtes sûr vraiment que la mort de la ruche est à cause du frelon et pas à cause d'une maladie, oui, vous pouvez conserver les cadres avec du miel et même les cadres bâtis en général. S'il n'y a pas de traces de maladie, que le couvain qui est dedans, il n'y a pas de traces de loque américaine ou loque européenne. Mais l'idéal, ce serait de disposer d'un congélateur coffre dans lequel vous pouvez mettre les cadres pendant 24 heures pour détruire les œufs de fausse teigne.
Et puis vous conservez les cadres dans un endroit sec, fermé, par exemple typiquement un placard, un coffre, et à l'abri de tout intrus. Et vous pouvez aussi conserver en plein air les cadres dans des corps bien ventilés, mais en prenant la précaution de fermer les deux extrémités avec des grilles à rênes. Comme ça évite que la fausse teigne s'installe dedans. Ou sinon, vous pouvez mettre aussi des grilles à propolis. C'est ce que j'ai fait là dernièrement. J'avais perdu une ruche à cause du varroa. Il y avait plein de miel. Et en fait, j'ai mis une grille à propolis et un plancher dessous. Ce qui fait que les abeilles ne peuvent pas aller dedans. Et en fait, j'ai des cadres avec du miel qui sont tout prêts pour la saison, pour mes ruches. Voilà, donc c'est possible. C'est possible. Une autre question de Richard, est-ce que c'est le même ou pas, je ne sais pas. Comment se servir au mieux des cadres anciens et avec un peu de miel afin de créer une ou des ruches pièges pour les essaims qui sont à la recherche d'un nouvel emplacement? Le mieux, c'est pour une ruche piège, c'est de mettre des cadres anciens et des cadres neufs dans une vieille ruche. Vous passez un coup de chalumeau dans la ruche, comme ça il y a une bonne odeur qui va émaner de la ruche. Et avec des cadres anciens, donc déjà battus, et des cadres neufs, ça va attirer aussi les éclaireuses qui chercheront un nouvel emplacement. Vous pouvez mettre de la tyrosine également. J'ai entendu parler de Swarm, dont j'ai vu que les retours avaient l'air bons. Et après, vous visitez toutes les semaines cette ruche piège pour remettre de la tyrosine et aérer également la ruche pour éviter qu'il y ait la fausse teigne. Voilà ce que vous pouvez faire pour réutiliser au mieux les cadres anciens. Ok. Bonjour Philippe, enchanté. Alors, je recommande plutôt les plateaux aérés ou semi-aérés. Voilà, je fais question courte, réponse courte. Une question de Sekou Sissoko qui voulait une interview avec moi, si possible. Écoutez, Sekou Sissoko, n'hésitez pas à me contacter par mail à guillaume@premieruche.com, comme ça on pourra en discuter. Comment un apiculteur peut parvenir à convaincre les agriculteurs de l'importance des abeilles pour la pollinisation des ruches? Question. Voilà, j'ai reformulé un peu la question parce que c'est un peu compliqué. Alors, je recommande d'écouter le podcast avec Rémi qui parle des agriculteurs. C'est dans les épisodes 31, 32, 33. L'idée, c'est de nouer une relation cordiale avec l'agriculteur et pas un interrogatoire en disant faites attention, pas de produits chimiques, surtout pas, faut pas être moralisateur, ça serait contre-productif. Vous pouvez tout simplement dire que vous avez des ruches et que vous souhaitez savoir ce qu'elles mangent, ce que mangent vos abeilles, et voilà, vous êtes sensible aux pesticides et vous aimeriez bien savoir un peu les types de champs qu'il a, quelle est un peu son approche de l'agriculture pour connaître et dire que les pollinisateurs sont aussi importants pour ces cultures. Après, tout dépend du type de culture qu'il a. En tout cas, vous pouvez dire que les abeilles peuvent lui rendre un fier service. Vous pouvez aussi questionner l'agriculteur pour savoir ce qu'il cultive. Ça, j'ai déjà dit. Et aussi, surtout, qu'il vous prévienne lorsqu'il fait des traitements, afin que vous puissiez bien prendre des dispositions avant, comme par exemple fermer les ruches. Voilà. Mais le but, c'est de... vous pouvez inviter l'agriculteur à boire un pot, partager un café ensemble, et comme ça, le but, c'est d'avoir une relation de bonne entente, parce que lui, il a ses contraintes. Il a ses contraintes et vous aussi, et les agriculteurs et les agriculteurs, ça serait dommage que... c'est quand même... On peut bien bosser ensemble, je le pense vraiment. Ensuite, une question de Hassan Bouka. Comment traiter efficacement la varrose? Produit à utiliser, période de traitement, avec un climat méditerranéen Maroc. Ce que je vous recommanderais au Maroc, il n'y a pas vraiment de rupture de ponte, ça serait d'en provoquer une, ça serait encagement et acide oxalique. C'est-à-dire encagement, il y a des cagettes qui s'appellent les Scalvini, les utiliser pour mettre la reine, l'enfermer pendant 25 jours, et ensuite vous faites un dégoûtement à l'acide oxalique. Parce que oui, il n'y a pas de rupture à cause de la chaleur. Voilà ce que je vous recommanderais. Comment lutter efficacement contre un coléoptère qui s'attaque aux ruches des abeilles du mois de mai au mois de juillet dans la forêt de chêne? Il s'agit de gros coléoptères appelés cétoines, qui bloquent l'entrée de la ruche et perturbent son fonctionnement. Alors, je ne connaissais pas du tout, donc je me suis renseigné. Donc, dans les recommandations, il y a le fait de mettre des grilles d'entrée et les visser. Comme ça évite que les cétoines les soulèvent. Vous vissez bien vos grilles d'entrée et inspectez souvent votre rucher pour voir si des coléoptères sont rentrés. Et aussi pour attirer les cétoines loin de votre rucher, vous pouvez planter des fleurs de rose, des sureaux, de l'ombellifère
ou d'autres arbustes à fleurs. Les cétoines aiment beaucoup, d'après ce que j'ai lu, et ça pourra attirer les cétoines comme ça loin de vos ruches. Voilà, c'était la dernière question de Hassan Bouquin. En tout cas, je voulais vraiment clôturer ce podcast de Guillaume Salé par Guillaume Salé en disant que c'est mon 34e podcast et en fait, je m'étais donné un défi le 23 septembre 2020. J'avais un objectif de faire 26 interviews d'apiculteurs en un an. Or, il m'a fallu pour faire l'ensemble des interviews 2 ans et demi pour terminer ce défi. Voilà, j'ai tenu sur le nombre, mais par contre, j'ai pas du tout tenu sur le rythme. Et pourtant, j'aime beaucoup parler avec des apiculteurs professionnels, des amateurs et des personnes qui travaillent dans l'apiculture. Et je suis pas du tout prêt à m'arrêter là pour le podcast. J'aimerais énormément parler avec mais tellement et tellement de monde, des personnes amateurs qui commencent tout juste, qui questionnent des personnes qui ont 100, 200, 500, 1000 ruches. Ça me fascinerait vraiment de savoir comment ils fonctionnent en fait. À chaque fois, il y a des sujets nouveaux à aborder. Donc je suis pas prêt à m'arrêter pour le podcast. Je suis en train de mieux me structurer afin d'être plus rapide pour sortir les podcasts, notamment avoir des transcriptions texte plus rapidement, améliorer la qualité audio. Voilà, je suis en train de essayer de mieux m'organiser et l'idée ça serait de tourner le podcast et la semaine d'après que le podcast soit produit, mais voilà, ça demande un bon rythme de production et je remercie mes invités qui sont patients parce que parfois il me faut 1 mois ou parfois 2 mois pour sortir un podcast et j'ai jamais eu de plainte là-dessus et vraiment je remercie l'ensemble de mes invités qui consacrent du temps pour partager et je suis impressionné du nombre d'écoutes qu'il y a sur le podcast. C'est vraiment un grand plaisir. J'espère que le format vous plaît, que vous aimez bien les questions que je pose. En tout cas, je suis à chaque fois attentif au retour que vous pouvez avoir, au retour que vous pouvez me faire plutôt. Et j'aime toujours énormément ce format. J'ai tellement d'idées de personnes à interviewer. Et oui, j'aime beaucoup ce format. Et à chaque fois, j'essaie de faire une qualité audio qui soit au rendez-vous, avec des personnes qui soient de qualité, avec des questions que j'essaie de préparer au maximum pour poser des questions pertinentes qui peuvent vraiment aider des personnes à commencer l'apiculture et mieux maîtriser. C'est vraiment ça l'apport. C'est pas simplement de dire l'abeille c'est important. Oui, l'abeille c'est important. Non, c'est vraiment aller plus loin sur comment vous organisez pour l'apiculture, comment vous pratiquez, c'est quoi votre petite technique, les petites choses qui peuvent apporter une différence, comment vous continuez d'apprendre au fur et à mesure à l'apiculture. Voilà, c'est des questions sur lesquelles j'aime bien aller. C'est vraiment chercher des spécificités dans les pratiques apicoles. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours plus nombreux à écouter le podcast. Je vous recommande vraiment à mettre 5 étoiles sur le podcast. Ça m'aidera vraiment à me faire connaître, à atteindre de nouvelles personnes pour le podcast. Et j'aimerais bien aller parfois, pourquoi pas, en dehors de France pour le podcast. J'ai beaucoup d'idées. J'aimerais, puisque vous êtes là jusqu'à la fin du podcast, je vous dis un peu les idées que j'ai. J'aimerais bien faire des podcasts en anglais. C'est pour ça que je prends des cours d'anglais pour... Par contre, je traduirai bien sûr les réponses des personnes, mais j'aimerais bien parler avec des personnes qui parlent anglais. J'aimerais bien parler avec des apiculteurs qui sont en Italie. En Italie, ils sont bons en apiculture. J'aimerais bien aller en Slovénie, j'aimerais bien aller en Algérie. Avant tout, faire des podcasts comme ça à distance, pourquoi pas. Et ouais, vraiment, de par le monde, connaître comment les autres font de l'apiculture, parce qu'on a toujours beaucoup à apprendre. Et il y a toujours des petites leçons à avoir, et si ça peut nous permettre de mieux faire et de corriger quelques pratiques qu'on a, pourquoi pas. Voilà. Il n'y a pas qu'en France qu'on apicule. L'apiculture en France n'est pas la meilleure apiculture qu'on ait au monde. On essaie de faire au mieux et les syndicats le font aussi, mais pour moi, il y a d'autres endroits qui pratiquent une bonne apiculture qui peut être performante, respectueuse de l'abeille. Il y a plein de choses à voir partout dans le monde et j'aimerais explorer le plus loin possible. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, ça me fait vraiment très plaisir et à très bientôt au prochain épisode. Ciao, la tribu Api.